D'accord, ça commence à me faire poser une certaine question, ça. Donc, l'épisode d'aujourd'hui se centre sur Bellfire. Pour commencer, on le suit à partir du moment où il a été envoyé dans notre monde. Parce qu'il n'a pas été directement envoyé dans le monde de Peter Pan, il a été envoyé dans notre monde, à Londres, à une époque assez éloignée. C'est-à-dire, oui, étant donné qu'il a plus de 200 ans, c'est complètement logique que ce soit pas à notre époque actuelle. Et dans cette époque éloignée, étant donné que il se retrouve un peu tout seul sans rien pour pouvoir gérer ça, il se voit un peu obligé de vivre de petits trucs et il décide, tiraillé par la faim, de voler du pain à une maison riche qui s'avère être celle de Wendy de Peter Pan. Et au début elle le cache, mais vite ses parents le découvrent et décident de l'adopter pour qu'elle vive avec elle et ses deux frères Jean et Michel. Je me souviens encore de leur nom. Donc là, c'est très rapide, malheureusement. On sent qu'ils voulaient mettre en avant pas mal de trucs et toute l'histoire autour des parents de Wendy elle-même, de ses frères, tous ces personnages-là sont très survolés sur le principe et honnêtement ça ne marche que si on connaît l'histoire de base et que ça passe. Mais vraiment, si en partant du principe que vous ne connaissez pas l'histoire de Peter Pan, je sais, c'est dingue, mais partant du principe, vous verriez ces personnages, vous diriez, ils sont expédiés, c'est quoi leur but? Quoi? Dans le flashback, c'est un peu dommageable. Ils voulaient tellement faire passer tout ce truc-là assez vite qu'au final, les personnages sont assez, en dehors de Bellfire, les personnages sont assez, sont très survolés et pas très intéressants au final. Donc voilà, maintenant qu'il est adopté dans la famille, Wendy dit à Bellfire qu'il y a une ombre magique qui vient d'un pays magique, et donc Bellfire qui a donc un mauvais passé avec la magie, dit que ça ruine tout et qu'il faut pas faire confiance à ça. Mais Wendy, ne l'écoutant pas, décide quand même de suivre l'ombre. Donc l'ombre qui est Peter Pan et qui est au final le lendemain quand elle est ramenée, elle est pas très contente parce qu'en fait l'ombre empêche les gens de rentrer chez eux, les enfants de rentrer chez eux et en fait, la seule raison pour laquelle Wendy a réussi à revenir, c'est que, en fait, l'ombre voulait un enfant garçon. Donc, apparemment, Peter Pan est de ce bord. Excusez-moi, dès que j'ai vu ça, je me dis, ouais, pourquoi un garçon spécifiquement? Ah, je suis sûr que ça va être mal pris, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête. Donc ouais, il décide, Bellfire décide de protéger tout le monde, mais bon, ça marche pas très bien, et au final, il est emporté, il décide de se sacrifier pour que Michel ne soit pas emporté par l'ombre de Peter Pan, et au final, c'est Peter Pan emmène Bellfire au pays imaginaire. Bellfire qui finit par se défendre une fois arrivé là-bas. Voilà, ce qui honnêtement va pas un peu à l'encontre de ce qu'il avait promis, c'est-à-dire emmène-moi avec toi mais promets de ne plus jamais revenir voir cette famille. Est-ce qu'il l'a fait? Je ne sais pas, parce que je vois ils ont rien signé, ils ont pas fait de pacte ou quoi que ce soit. Ce qui va m'amener à un petit problème que j'ai avec ça, j'y reviens dans 30 secondes. Mais bon, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, il se libère en lui faisant peur avec du feu, à l'ombre de Peter Pan, et il se fait repêcher par le capitaine Killian Jones. Voilà, donc petit suspense, comment va-t-il arriver à se sortir de là? On voit d'où il connaît le capitaine Crochet, etc., etc. Il y a pas mal d'éléments intéressants qui sont abordés là. Le truc qui me pose problème, c'est en dehors du fait que les personnages sont trop survolés, ok, j'ai accepté le fait que tous les personnages de la forêt enchantée, des mondes autres que les nôtres, soient tirés de contes de fées qu'on connaît. C'est-à-dire que dans notre monde, il se passe exactement tout ce qu'on sait, c'est-à-dire que ces contes de fées existent, ont bien écrits par différentes personnes, et sont
font partie de la culture générale. Je suis arrivé à accepter ça pour ces trucs-là parce que j'imagine que j'en sais rien, il y a une espèce d'onde qui est ressortie de ces trucs-là, et ça a inspiré les créateurs, ça a servi de muse aux créateurs de ces histoires, qui les ont chamboulés à leur convenance. Le fait est que si l'histoire de Peter Pan se passe à la base exactement de la même façon que ça s'est passé dans notre conte qui a été écrit, je trouve ça pas très logique que justement il existe un conte Peter Pan qui reprenne exactement les mêmes personnages de Wendy, Jean, Michel, leurs parents et l'ombre de Peter Pan qui les emmène au pays imaginaire. Je sais pas, en un sens, ça justifie très bien l'incohérence que j'avais cru déceler quand Bellfire avait dit qu'il a été tombé dans le pays imaginaire, parce que voilà, il n'est pas tombé tout de suite dans le pays imaginaire, très bien. D'un autre côté, je trouve ça un peu bizarre que voilà quoi, c'est une histoire connue et on a exactement les mêmes bases, exactement les mêmes noms de personnages, on a exactement les noms de Wendy, l'enfant qui s'appelle Michael, donc Michel en français chez nous, exactement les mêmes noms de personnages de chez nous, c'est-à-dire voilà, ça m'avait pas fait tiquer, mais oui quoi, plus ça va, plus le coup du on est des personnages type des contes de fées et au final tout le monde connaît le conte de fées de par chez nous, alors que comme par hasard il y a exactement les mêmes personnages avec des histoires très modifiées qui vivent ailleurs. En termes de cohérence de l'univers, c'est très discutable. Voilà, c'est très discutable. Et avec Peter Pan et ce truc-là, pour moi, ça m'a particulièrement fait tiquer. Cela étant, en dehors de ça, en dehors de ce détail-là et du fait que les personnages ne soient pas très bien développés, j'ai trouvé que ça a incorporé pas mal de trucs intéressants, notamment avec Bellfire Bellfire enfant, que je commence à apprécier. Je l'ai trouvé très plat et ses motivations ont paru un peu trop expédiées dans les flashbacks de la saison 1. Là, j'ai trouvé que sa psychologie était plutôt bien faite pour le temps qu'on l'a vu interagir avec les autres personnages, et ce qui lui arrive est très intéressant, et je suis intrigué de voir la suite, comment il a réussi à s'en tirer après. Un autre truc que j'ai bien apprécié, c'est le fait qu'ils aient échangé le personnage de Peter Pan en cette espèce d'ombre mystérieuse et maléfique au final, enfin maléfique au dessin qui sont plus sombres qu'autre chose au premier abord. Et ouais, il était assez flippant, Peter Pan présenté comme ça, l'ombre de Peter Pan qui est censé être quelque chose d'iconique, surtout dans le conte de Disney où vraiment c'est censé être quelque chose de plus drôle qu'autre chose en fait. Là c'était plutôt bien fait de façon assez flippante. Donc je trouve que c'était bien. Si poursuivent le personnage de Peter Pan selon le même principe, en le rendant aussi mystérieux, sombre et un peu aussi flippant que ça peut être très intéressant. Ça promet des choses pas mal. Dans notre monde du présent, maintenant que le prince charmant et Blanche-Neige et Emma savent que Regina a piqué les haricots magiques et ils se rendent chez elle, mais ils se rendent compte qu'elle n'est plus là et qu'apparemment plusieurs signes laissent à penser qu'elle a été enlevée. Donc ils décident de le retrouver, d'une part Emma en essayant d'enquêter davantage sur Tamara parce qu'elle la soupçonne encore, et de leur côté, Blanche-Neige et le prince charmant en allant voir Rumpelstiltskin, qui est devenu un putain de pimp débile. Oh putain, ouais, c'est la première fois qu'on le voit, Rumpelstiltskin, il s'en prend au Dr. Well qui a une apparition de 20 secondes, histoire de dire qu'il est là. Ouais, c'était super, merci pour le caméo. Qui, en disant t'as regardé ma copine de trop près, maintenant baise-moi les bottes. Hein. Et Lacey, donc la nouvelle belle qui joue sa meuf. Ah ouais, vas-y, je suis trop content, mon chou.
Voilà, et je déteste cette nouvelle personnalité de Belle, vivement que ça s'arrange, parce qu'elle me gave. Putain, Rumpelstiltskin leur donne un espèce d'élixir à partir de deux larmes qui leur permettent d'avoir quelques indices sur où se trouve Regina. Voilà, donc Regina se trouve dans une espèce d'endroit près du port où elle est torturée par Owen qui veut savoir où est son père. Voilà, donc je suis sûr que beaucoup de gens voient ça comme un moment atroce où Owen est un sale con, mais honnêtement pour moi c'est un peu un juste retour du karma pour Regina après tout ce qu'elle a fait, et honnêtement les motivations et jusqu'où est tombé Owen, j'arrive beaucoup plus à sympathiser avec ça qu'avec les motivations et les actes de Regina jusqu'à présent. Sincèrement, je veux dire, cette femme lui a volé sa vie. Vraiment, elle lui a volé sa vie en voulant se l'accaparer. Et, lui qui veut savoir où est son père, elle lui ment délibérément. Et, et donc, bien entendu, qu'à sa place, je serais prêt à aller assez loin. Pas au point de la torturer, donc j'avoue qu'il va trop loin, mais honnêtement, je comprends très bien les actes qui l'ont poussé à aller jusqu'à ces extrêmes. Surtout que ça fait 28 ans, quand même, 28 ans qu'il a perdu son père et qu'il est à sa recherche. Je veux dire, c'est vachement compréhensible. J'espère sincèrement qu'ils le feront pas crever comme un bête méchant, blablabla, et comme ça, parce que pour moi, c'est un personnage qui a une profondeur intéressante. Voilà, étant donné que l'épisode suivant sera le dernier épisode de la saison 2, j'espère vraiment qu'il va pas avoir une conclusion, un final trop expédié en disant voilà le sale type de fin de saison est tué et au revoir, merci. J'espère que ce sera un peu plus que ça, j'espère vraiment. Voilà, mais aussi pendant ce temps-là, on voit aussi que Owen et Tamara, qui avaient dit qu'ils n'allaient pas leur dire leur secret, ce qu'ils voulaient faire, ils décident à cracher le morceau comme ça, comme des putains de méchants de James Bond. Je suis un peu déçu que ce soit dévoilé comme ça, mais voilà, leur truc en fait, c'est qu'ils font partie d'une organisation un peu mystérieuse qui veut se débarrasser de la magie dans le monde parce qu'elle croit que c'est impur, que ça n'apporte que le malheur, etc., etc. C'est plutôt intéressant sur le principe. Étant donné qu'ils ne sont pas que deux aussi, ça promet pas mal de confrontations entre Storybrooke et d'autres personnages qui risquent clairement de venir suite à ça. Donc je suis plutôt pour. Ça fait un peu secte. Oh mon Dieu, la magie est un tabou que notre Seigneur ne peut accepter. Bon, ils iront pas jusque là, hein, vu que les États-Unis sont un pays très pieux. Ils iront pas jusque là, hein, ça m'étonnerait beaucoup. Mais et voilà, il y a ce petit sentiment là qui est intéressant. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Donc malheureusement, malgré le fait qu'elle essayait de noyer le poisson, Emma et Bellfire arrivent à retrouver leurs traces. À retrouver leurs traces dans cette espèce d'entrepôt où ils se trouvent. Et ils sont rejoints par le prince charmant et Blanche-Neige, qui, en se séparant, le prince charmant et Blanche-Neige empêchent de justesse Owen de tuer Regina après qu'elle lui a avoué que son père était mort et qu'elle l'a fait tuer peu de temps après qu'il soit parti. À nouveau, un personnage très récupérable. Et ça va être ça va être ma petite pique habituelle à chaque fois. Ah, très récupérable ce personnage à chaque fois. Je le sens bien. Je sens qu'il y a des personnes qui vont gueuler suite à ça, mais moi ça commence à me faire sourire ça. Donc elle est sauvée pendant que Tamara se frotte à Emma et Bellfire. Elle pense avoir assommé Emma. Elle a tout un petit
tout un dialogue avec Bellfire où il se sent trahi, etc. Au final, depuis le début, tu ne m'as jamais aimé, etc., etc. Amour et conte de fées. Et après un moment, Emma se réveille, il y a un petit combat, et pour se tirer de là, Tamara décide de balancer le haricot magique pour les faire tomber dans un autre monde. C'est aléatoire, apparemment. Quand on pense à rien, c'est aléatoire. D'accord, très bien. La magie des haricots magiques est un peu particulière. Je serais pas contre qu'on me l'explique un tout petit peu plus en détail à un moment donné. Donc ouais, il lutte pour sortir de là, mais Neil, qui est blessé, finit par être pris dans ce portail en empêchant Emma de sombrer avec lui, ce qui nous met un autre moment très fort entre deux, très tragique, où Emma finit par oui, oh, je t'aime aussi, et il part dans le tourbillon magique pour revenir au bout d'un moment, j'en suis certain. En fait, vous savez quoi? J'adorerais qu'il tombe dans le monde des contes de fées, donc la forêt enchantée comme il l'appelle, et qu'il retrouve Mulan et Aurore, et qu'on continue de suivre un petit peu leurs aventures, parce que même si elles ont pas été parfaitement développées, je serais intéressé de les suivre un peu plus. Ce serait cool, ça. J'y crois pas trop, mais si jamais ça arrivait, ce serait cool. Donc suite à ça, Emma est assez dévastée par ce qui est arrivé. Elle ne sait pas comment elle va le dire à Henry, et honnêtement, je me demande comment va le prendre Rumpelstiltskin également. Je suis sûr qu'il va pas bien le prendre, de le savoir, hein. Ça me surprendrait pas, ça aussi. Et au final, Regina finit par leur avouer que les deux méchants, Tamara, oui non, ils sont méchants, hein. Owen c'est un cas plus tragique de méchant, mais Tamara c'est une méchante quand même, hein, clairement. Les deux méchants ont la main sur l'espèce d'interrupteur et qui va détruire la ville de Storybrooke. Mon Dieu, le temps est compté pour la ville. Vont-ils s'en sortir? Je pense que oui, vu qu'il y a 4 saisons après ça. Mais bon, je me demande quand même comment ils vont s'en sortir. Voilà, donc c'est un épisode très bien sur pas mal de points. Ça a évolué de façon très intéressante en grande partie surtout dans notre monde à nous. Je veux dire, il y a pas mal de trucs qui étaient intéressants aussi dans le flashback. Dans notre monde à nous, ça s'enchaînait bien. Il y avait pas mal de moments d'action, le moment de suspense, de rebondissements très intéressants, etc., etc. Voilà, à part de 3 minutes taille près, comme le fait qu'ils avouent leur plan, comme des méchants James Bond, c'est limite, mais vraiment pas grand chose à redire de très important. C'était un bon épisode bien sympathique qui met la hype pour la fin, et j'espère vraiment que contrairement à la saison 1, ils vont pas me frustrer avec ce final. S'il vous plaît, faites pas un truc où vous incorporez des dizaines et des dizaines de trucs où ça va trop vite. S'il vous plaît, tenez-vous-en à ce que vous avez, à vos deux méchants et 2-3 petits trucs à côté, mais vraiment, n'allez pas plus loin que ça, s'il vous plaît. Faites un truc qui sera bien développé pour que je termine cette saison bien plus satisfait que pour la saison 1. Voilà, mais sinon, ouais, bon épisode, hypé pour la fin. À très bientôt, ciao.